Écoutez, tout ça d'abord me ramène un peu très loin, puisque ça remonte à 1953. Vous avez quel âge? J'avais à cette époque-là 16 ans. Donc j'ai quitté l'Algérie, notre pays, à 16 ans. Et je suis venu en France comme beaucoup de jeunes Algériens à l'époque. On était réduits à quitter notre pays parce que la colonisation du peuplement a réduit l'immense majorité des Algériens à une misère il ne leur restait plus qu'à s'expatrier et à venir donc ici en France, servir de main-d'œuvre jeune et bon marché à l'économie française au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'immigration. Pourquoi l'immigration, et notamment l'immigration algérienne? La France était toute heureuse d'accueillir à l'époque. Ils venaient même en Algérie recruter cette jeune main-d'œuvre à bon marché pour reconstruire leur pays au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Algériens étaient doublement exploités, étaient réduits à quitter leur pays pour essayer de travailler pour subvenir à leurs besoins et autant que besoins à ceux de leur famille. Et se retrouver ici donc à travailler. À l'époque déjà, quelques 300 000 Algériens étaient déjà ici en France. Et la plupart, bien sûr, ce sont des jeunes qui étaient soit célibataires, ils ont laissé leur famille, enfin leur épouse, leur enfant en Algérie. Comment on vous a contacté pour rejoindre le Front de libération algérien? J'arrive parce que je tenais beaucoup à parler de l'immigration algérienne de cette époque. On était réduit à quitter notre pays puisqu'il y avait une colonisation du peuplement qui exploitait le pays et qui était installé confortablement, alors que les Algériens ils étaient obligés de quitter leur pays pour essayer de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Voilà, je tenais à vous dire ça et aussi à dire que les Algériens étaient ici pour reconstruire la France. Donc, la France est redevable vis-à-vis des Algériens et de l'immigration algérienne. Alors, pour maintenant vous parler de comment je me suis retrouvé au sein du Front de libération nationale, là aussi, je n'ai pas beaucoup de mérite. Comme tous les jeunes Algériens, la plupart ici, comme je suis arrivé en 53, en juin 53, donc j'ai effectué d'abord un stage dans un centre de formation, puis à la fin de mon stage, j'ai commencé à travailler. Et puis arriva le novembre 1954. Nous étions ici, nous avons appris par la presse française, par de grandes manchettes, on parlait de hors-la-loi qui ont commis des crimes en Algérie. Et donc c'est comme ça que nous avons appris pour l'immense majorité de l'immigration algérienne ici en France, nous avons découvert, donc appris le déclenchement de l'insurrection le 1er novembre 1954. Bon, évidemment, le FLN, l'organisation FLN ne s'est pas installée immédiatement. Il a fallu du temps. Bon, avec le temps, nous avons appris, bien sûr, que
Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, s'est déplacé, parce qu'il faut vous dire que Mohamed Boudiaf, il a été, pendant une certaine période, responsable de la fédération du MTLD. Le MTLD, c'est le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Après le 8 mai 1945, le PPA il a été dissous. Il a été donc remplacé par le MTLD. Donc il était ici en France. Il était à la tête de la fédération du MTLD à une certaine période. Donc, après le déclenchement du 1er novembre, Mohamed Boudiaf, qui est parmi les 6 qui ont déclenché la lutte armée, avec Ben Boulaïd, Ben Mehidi, Didouche, Bitat, Karim Belkacem, et évidemment Mohamed Boudiaf, ils ont déclenché la lutte armée. 5 d'entre eux ont pris la responsabilité des 5 zones, puisqu'à l'époque, le territoire algérien a été réparti en 5 zones. La zone 1 avec Mustafa Ben Boulaïd, la zone 2, c'était Didouche Mourad, la zone 3, Karim Belkacem, la zone 4, c'est Rabah Bitat, et la zone 5, l'Arbi Ben Mehidi. Mohamed Boudiaf était chargé de la coordination entre l'intérieur et l'extérieur, donc il s'est installé, il s'est déplacé à l'extérieur, il s'est installé au Maroc. Puis donc, je reviens au FLN ici en France, il s'est déplacé au Luxembourg et il a réuni une quinzaine de militants qu'il connaissait, qui étaient dans le MTLD, pour leur demander de lancer l'organisation du FLN. C'est ainsi que la Fédération de France du FLN a été lancée avec pour la première fois à sa tête Mourad Tarbouch. Et comment vous étiez contacté? Par qui et comment? Bon, alors je vois que vous êtes un peu paresseux, sinon ça prend du temps. Donc je vais aller droit au but, puisque vous voulez que je vous parle de moi, bien que j'aurais aimé parler beaucoup plus de l'organisation, des militants que j'ai connus, etc. Bon. Donc en ce qui me concerne, je vous dis, en décembre 1954, Ben Mehidi, je veux dire, Mohamed Boudiaf s'est réuni avec des militants. Il lance l'organisation en France. Nous sommes fin de l'année 54. Et l'année 55, ce noyau de militants ont commencé à s'organiser. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on avait non seulement affaire au service de police français, à la répression de la police, de la gendarmerie, des services français, mais aussi un grand problème, on s'est heurté à l'organisation messaliste. Puisque, comme vous le savez, Messali El Hadj était contre le déclenchement de la lutte de libération nationale, mais quand l'insurrection a été déclarée, a été déclenchée, il a créé ce qu'il a intitulé le MNA, le Mouvement National Algérien. Il l'a créé le 15 décembre, justement, 1954. Il avait l'avantage, parce que les structures de la fédération du MTLD étaient entre les mains des partisans de Messali, donc en grande partie. Donc ils avaient l'avantage. Ils avaient l'avantage d'avoir des militants, des structures qui étaient celles du MTLD. Il a tout simplement changé l'étiquette qu'il a appelée MNA pour créer la confusion dans les esprits des militants, parce qu'avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, quand on parle des militants, du patriotisme, du mouvement, etc., le mouvement national. Il a pris donc ce nom pour s'accaparer un peu de tout ça, et il a ajouté le A, Mouvement National Algérien. Donc dès les premières tentatives d'organisation du FLN,
le FLN, les militants, sont heurtés directement au MNA, qui ne voulait pas que le FLN s'organise ici en France. D'ailleurs, des centaines, même des milliers d'Algériens, le chiffre, c'est difficile de l'avancer, mais ça doit tourner entre 4 et 5 000 Algériens qui sont morts dans ces affrontements fratricides entre les membres du MNA et du FLN pendant la guerre de libération ici en France. Donc je reviens au FLN, commence à s'organiser, ça a pris quand même un peu de temps, et l'immigration commençait à suivre ce qui se passait en Algérie, et en même temps à savoir pour adhérer auprès de qui. On ne connaissait pas l'organisation FLN, on n'entendait pas parler. Le MTLD, le MNA, on savait que le Msali, pour les plus initiés, savait que le Msali était contre le déclenchement de la guerre. Donc il fallait faire bien attention. C'est à cette époque-là où dans certaines villes, dans certains endroits ici en France, l'immigration d'ailleurs, il faut vous dire une chose, que quand ils viennent ici en France, généralement, ils viennent de telle ou telle région du pays, ils s'installent dans une ville ou dans une région. C'est ainsi que ceux qui viennent, les nouveaux venus, viennent toujours dans l'endroit où ils ont des connaissances, c'est-à-dire ceux de leur village, de leur douar, de leur ville, ils viennent chez eux, ils s'installent. Comme ça, il y a une solidarité, ils les accueillent au début, ils les aident le temps de trouver du travail, ils les logent, etc. C'était comme ça que ça se passait à cette époque. Donc, l'immigration, ici en France, on se retrouvait comme ça. On connaît par exemple ceux qui sont de région de Kabylie, de telle ou telle région de Kabylie, ceux qui sont venus de Sétif, des Aurès, de Batna, ou bien de l'Ouest, etc. Il y avait un petit recensement ou la... Non, il n'y a pas de recensement. Les gens se connaissent comme ça entre eux, ils se regroupent entre eux. Donc, pour être sûr d'adhérer au FLN, à l'époque, justement, dans certains endroits, je peux vous citer par exemple ici Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une région, une ville, où il y a beaucoup d'immigration kabyle, qui sont venus de Kabylie. Et à cette époque-là, Saint-Denis aussi, c'était un fief du militantisme, du mouvement national. Et donc les messalistes étaient présents. Et pour être sûr de pouvoir adhérer et cotiser auprès de l'organisation du FLN, il était sûr, eh bien, des gens qui habitaient Saint-Denis, qui prennent des initiatives, prennent l'initiative d'envoyer des éléments témoins en Algérie, dans leur région par exemple. Alors je me rappelle que de Saint-Denis par exemple, sont partis ceux qui travaillaient ici, résidents, soit pendant leur période de vacances, soit envoyés spécialement, et nos compatriotes se sont cotisés entre eux pour lui payer le voyage, le billet, et d'aller là-bas, de se renseigner, et enfin pour revenir apporter des informations. C'est comme ça, par exemple, pour vous citer la Kabylie, ils sont partis par exemple à l'actuel Aïn Mohammam, l'ancien Michelet. Moi je suis originaire de cette région, donc de Michelet, sont partis là-bas. Or là-bas il y a quelqu'un qui était très connu, qui est un vieux militant très connu, qui a pris le maquis en même temps que Karim Belkacem. C'est Amr Sheikh, Allah yarhamou, et qui était le responsable du FLN et de l'ALN de la Haute-Kabylie. Ils arrivent là-bas, évidemment, on leur apprend que ceux qui dirigent la lutte, ceux qui ont déclenché la lutte de libération, c'est le FLN, et c'est comme ça qu'il revient et dit les messalistes, le Messali au contraire, il est contre, mais il n'a rien à voir. Et alors, progressivement, par des connaissances, on adhère au FLN, on commence par cotiser, et il faudrait être sûr que
vous adhérez auprès de quelqu'un que vous connaissez, soit de votre village, soit vous travaillez ensemble et vous connaissez, et il vous assure que vous cotisez, votre cotisation va au FLN, donc va à ceux qui mènent la guerre contre la colonisation. Donc vous étiez bien organisé. Bien sûr, alors donc à partir de là, on s'organise et progressivement, comme je venais de vous le dire, on se heurte aux structures et aux éléments du MNA. Et ici, je peux vous dire que si le FLN, au bout de, disons, 55, c'était la mise en place des structures, 56 et surtout 1957, le FLN était suffisamment organisé pour passer à un stade supérieur de l'organisation, d'où ce qu'on a appelé le quadrillage, l'opération quadrillage. L'opération quadrillage, c'était pratiquement des jeunes, des comités qui commençaient à aller dans des quartiers, soit ici, d'abord ici à Paris, parce que le gros de l'immigration se trouvait ici, à Paris et en région parisienne. Donc ici, c'était le fief du FLN. Et si le FLN a pris le dessus rapidement, à partir de 1957, sur le MNA, c'est grâce aux jeunes. Parce que les jeunes, ce qu'il faudrait rappeler ici, les jeunes n'ont pas milité, disons, pendant la période avant 1954, parce qu'ils étaient jeunes, donc ils n'étaient pas encore très acquis à la personne de Messali. Parce que Messali, le problème de Messali el-Hadj, c'est le culte de la personnalité. Et donc ils vendaient sa photo avec sa barbe, etc. Ils allaient dans des foyers à l'époque. Or, les jeunes n'étaient pas encore pris par ce côté du zaïm et l'akhiré. Et c'est là que c'est ce qui a fait la force du FLN, c'est la jeunesse. La jeunesse, elle a adhéré massivement au FLN et elle s'est retrouvée progressivement dans toutes les structures, au niveau des responsabilités, dans des groupes armés pour mener la lutte ici en France. Et c'est progressivement, donc à partir de 1957, que le FLN a pris le dessus. Ici d'abord en région parisienne, et progressivement dans la région lyonnaise, pour tout le centre de la France, le sud avec Marseille et tout le sud de la France, et le nord et l'est. Le nord et l'est, c'est là où il y a eu plus de problèmes avec les messalistes. Donc il y avait une répartition de tâches à travers la France. Oui, la fédération s'est organisée et elle a créé au sein de la fédération des wilayas. Il y a une fédération avec un comité fédéral, puis il y a des wilayas. Au-dessous des wilayas, il y a des zones, au-dessous des zones, des régions, au-dessous des régions, des secteurs, au-dessous des secteurs, qasma, ensuite section, groupe et cellule. C'est-à-dire c'est une structure pyramidale. Est-ce qu'ils se connaissaient entre eux ou là? Au départ, ils se connaissaient parce que, comme je venais de le dire, il fallait pour adhérer être sûr. Mais progressivement, après, ils ne se connaissaient pas. Après, c'est une structure pyramidale et qui, pour les besoins de la lutte clandestine, il fallait absolument faire tout pour que les gens ne se connaissent pas entre eux, tout au moins pour les responsables au niveau des wilayas, des zones, des super-zones et des régions, etc. Et est-ce qu'il y avait différents services, c'est-à-dire où vous travaillez tous la même chose? Non, c'est-à-dire le travail à faire, il était la même chose puisque c'est dirigé par un comité fédéral. Jusqu'en 1957, le comité fédéral était en France. Mais il y a eu 3 comités fédéraux qui ont été arrêtés, décapités rapidement ici en France. Par des autorités françaises? Bien sûr. Et puis alors, le comité fédéral, à partir de 1957, il s'est installé en Allemagne pour échapper pour qu'il y ait de la stabilité au niveau central.
et assurer une continuité dans la lutte. Donc le comité s'est installé en Allemagne, mais les fédérations étaient ici. Par exemple, ici à Paris, il y a une wilaya pour Paris Intramuros, centre, puis il y a une wilaya Paris périphérique qui faisait toute la région parisienne, puis jusqu'à la Normandie et les pays de la Loire et un peu la Bretagne. Puis il y a une wilaya pour le centre qui avait comme siège à Lyon, et une autre dans le sud, et une quatrième, c'était la wilaya qui était à le nord et l'est. Au départ, elle regroupait le nord et l'est. Donc ces 4 wilayas avaient des responsables au niveau de chaque wilaya. Ce que vous dites, c'est très important parce que maintenant on a compris un petit peu la structure et l'organisation du Front de Libération, comment il a été organisé et comment il a été dispatché ou travaillé. Maintenant, revenons à votre tâche à vous. C'était quoi exactement? Moi, je me trouvais dans l'est de la France. Quand je suis venu comme j'ai commencé par vous dire, quand on vient d'Algérie, généralement on vient dans un endroit où on a des parents, des proches, des membres de la famille, ou tout au moins des gens de son propre village. Donc comme j'avais des cousins qui travaillaient dans l'Est, travaillaient dans les mines, donc je me suis rendu directement dans l'Est de la France. Et c'est là-bas que j'ai commencé à militer. Au départ, bon, je commençais à cotiser comme tout le monde. Ensuite, il y a eu les premières arrestations, une vague d'arrestations qui a procédé. Les premières arrestations, les Français n'avaient pas encore, la police française n'avait pas encore d'expérience en matière de lutte contre la clandestinité des militants de l'organisation du FLN. Donc, quand ils ont fait les premières arrestations, ils ont arrêté un peu tout le monde, y compris des gens qui ne cotisaient même pas. Ils les ont arrêtés, ils ont fait des arrestations, beaucoup de monde, et puis par la suite, certains, ils les ont relâchés, d'autres, ils les ont inculpés, ils les ont d'ailleurs, même à l'époque, déjà, je parle en 1900, fin 55, début 56, ils ont commencé déjà des méthodes de torture. Par exemple, les gens qui ont été arrêtés, ceux qui sont sortis, nous ont raconté, ils mettaient des pois chiches par terre, et puis ils les faisaient marcher à genoux sur les pois chiches. Vous voyez, c'est une forme de torture déjà à cette époque-là. C'était la police dans ces régions, pas loin de Metz. Metz-Moselle, qui est un peu le chef-lieu du département de la Moselle. Donc, quand il y a eu ces arrestations, ce qu'il y avait comme un embryon d'organisation était détruit. Et c'est là que moi, en attendant une... Vous avez quel âge, excusez-moi, vous avez quel âge à cette époque-là, bon, j'avais 18 ans. 18 ans, donc... Quand il y a eu 18 ans, 19 ans, quand il y a eu ces arrestations, donc l'organisation, c'était déjà un embryon d'organisation, était détruit. On s'attendait à ce que le FLN vienne prendre contact avec nous. Or, on a attendu une période d'un mois ou 2 mois ou 3 mois, je ne me rappelle pas. Comme on ne voyait rien venir, on a pris l'initiative nous-mêmes. Moi-même, j'avais pris l'initiative de contacter un certain nombre de compatriotes que je connaissais, etc. Et puis, je leur avais dit, voilà, après ces arrestations, comme nous n'avons plus de contact avec l'organisation du FLN, il va falloir reprendre l'activité, reprendre l'organisation, remettre l'organisation en place, en attendant de reprendre le contact avec la hiérarchie du FLN. Et c'est comme ça que donc j'avais pris l'initiative dans la région, qui est une région minière, du bassin houillère, à structurer toute l'organisation sur toute l'étendue de la région. Donc vous avez repris la main? J'ai repris la main. Une fois qu'on s'est mis, on a commencé à s'organiser.
Les premiers temps, j'avais pris l'initiative avec l'accord des militants entre nous de ne pas percevoir tout de suite de cotisation parce qu'on ne savait pas à qui les verser. J'ai dit, bon, ça nous arrange parce que tant que les gens ne versent pas de cotisation, même la police doit se dire qu'après les arrestations, le FLN est en quelque chose de complètement absent dans la région. Mais vous étiez plus prudent, quoi. Oui, ben, on a continué. Et donc, on est resté d'abord une période à mettre des structures en place, à structurer des cellules avec des chefs de cellules, des groupes avec des chefs de groupe, des sections, des khasmas, jusqu'à organiser toute la région, à faire une région, ce qu'on appelle la région de Forbach. Elle est proche de la frontière allemande. À l'époque, c'était la Sarre. Donc, c'est comme ça que j'ai pris l'organisation en main sans qu'on me nomme ou là qu'on me désigne à la tête de l'organisation. Il fallait prendre des initiatives. Et c'est ainsi que j'ai pris des... Ensuite, il fallait établir le contact. Je suis venu ici en France, j'avais des connaissances ici. Je vous disais qu'à Saint-Denis, il y a pas mal de gens de la région. Je suis venu, j'ai pris des contacts. Et on m'a aiguillonné. C'est quelqu'un qui tenait un salon de coiffure, mais qui était d'un certain âge, il s'appelait Boussad Athouadda. Je l'ai contacté, puis je lui ai dit, voilà, je suis venu pour reprendre contact. Pour reprendre contact avec l'organisation, parce qu'après les arrestations, nous sommes restés coupés complètement de l'organisation. À l'époque, donc, il me dit, bon, très bien, je lui ai donné un nom que je voulais contacter. Il s'appelait Sihamimi, il avait le surnom de Sihamimi, c'était la responsable du FLN à Saint-Denis, on était connus. Il m'a dit, bon, très bien, je vais essayer de le contacter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donc il me dit, bon, il va le contacter, puis me tiendra au courant, il faut repasser. Donc je suis repassé le lendemain, je n'étais pas venu seul d'ailleurs, il y avait un militant qui était avec moi, maintenant il est décédé là, il s'appelle Aitouf Lafarhat, il m'avait accompagné. On est repassé le lendemain au salon de coiffure. Alors il me dit, écoutez, en ce moment il est absent, mais laissez-moi vos coordonnées et prochainement on va prendre contact avec vous pour vous remettre en contact avec l'organisation. C'est ce que nous avons fait, puis nous avons quitté donc Paris, Saint-Denis, rentré dans l'Est. Puis au bout de 2 mois, il est venu lui-même nous contacter, puisque j'avais laissé les coordonnées. Et quand il est venu, il nous a dit, voilà, il va vous mettre en contact directement avec la structure de l'organisation locale du FLN au niveau de l'Est, c'est-à-dire de la wilaya de l'Est de la France. Et puis en même temps, il a dit, je suis venu comme ça à vous voir, etc. Très bien, on a discuté. Entre-temps, il m'a demandé est-ce que c'était possible, puisque vous êtes ici proche de la frontière allemande, est-ce que c'est possible de pouvoir passer, de faire un passage pour aller voir en Allemagne. Bon, comme nous avons la possibilité de passer facilement, nous connaissons des passages par la frontière. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. À l'époque, j'utilisais un scooter. Je l'ai mis sur le scooter et puis j'ai pris un chemin, quand on arrive proche de la frontière, un chemin pour éviter de passer par la frontière. On s'est rendu à Saarbrück, je lui ai fait visiter la ville. Entre-temps, moi, auparavant, avant qu'il vienne, j'ai fait des déplacements à Saarbrück pour essayer d'établir toujours le contact. Comme ça, j'ai essayé par Saint-Denis,
Et si ça ne marche pas, ça peut marcher donc avec l'organisation FLN qui est structurée en Allemagne. Donc on est allé, mais on a visité la ville, mais je ne lui ai présenté aucun membre du FLN de Saarbrück. Parce que j'avais des relations avec le chef de secteur du FLN de Saarbrück. Je n'ai pas cru nécessaire de le mettre en contact avec eux. On a passé la journée, puis on est revenu. Une fois revenu en France, et le lendemain, il devait partir. Il me pose la question, il me dit, ici, vous avez beaucoup de membres du MNA ici. Les missalistes sont encore puissants ici. J'ai dit oui, bon, mais je lui dis, mais maintenant ça va, puisque nous, on a réussi à se réorganiser, la situation, et maintenant n'est plus celle qui était il y a quelques mois après les arrestations. Alors il me propose, il m'a dit, écoute, si vous voulez, on va vous envoyer quelques militants aguerris pour l'organisation armée, puisqu'on avait ce qu'on appelait les GA, les groupes armés. Comme ça, vous pouvez mieux lutter contre les missalistes. Je réponds, en réalité, je dis non, ce n'est pas nécessaire. Le plus urgent, c'est de nous rétablir les contacts avec la structure du FLN de la région de l'Est. Mais pour le reste, nous avons suffisamment de militants capables, etc. Il a tellement insisté en disant, écoute, Toto, moi je vous envoie un élément. Un élément aguerri qui va venir, où tu peux lui confier les tâches de groupes armés qu'il peut encadrer, etc. Ne voulant pas le refuser, je dis, bon, tu peux l'envoyer, mais rien ne presse. Alors nous étions, je me rappelle, au mois de juillet, je crois. Août et septembre, il a toujours mes coordonnées. Vient le militant qui m'a accompagné à Paris, la Farhat Toufla, et il me dit, écoute, il y a quelqu'un qui est arrivé de Saint-Denis, envoyé par Boussad, et il veut te voir. J'ai dit, mais c'est pas nécessaire que je le voie. Il faut l'envoyer à Forbach. J'ai dit, tu l'envoies auprès de Sil Bachir. Sil Bachir, c'était quelqu'un, un militant qui travaillait à Forbach, et c'est un ancien militant, quelqu'un de sûr, sage, etc. Et c'est lui qui dirigeait le groupe armé de la région de Forbach. J'ai dit, tu l'envoies chez lui, comme ça on va voir. Lui, il va le prendre dans son groupe et on verra ce que c'est. Et alors il me dit non, il insiste pour il veut te voir personnellement, parce qu'il dit qu'on lui a confié quelque chose qu'il veut me remettre personnellement. Bon, sur ce fait, je me déplace au café-hôtel tenu par un de nos compatriotes, un Algérien, à Faremin Merbach, et puis j'arrive là-bas, je le trouve, on me le présente, Toufla me le présente, bonjour, il se présente à moi, donne son nom, Kasset Ahmed, bon. Et puis il me dit, voilà, comme ça on est un peu à l'écart au café parce qu'il y avait un peu de monde, il me prend un peu à l'écart, il me dit, j'ai des armes à te remettre, mais je ne peux pas te les remettre ici, comme ça. Je marque un temps d'arrêt parce que moi je n'étais pas avisé comme quoi il allait venir Alors j'ai pensé peut-être qu'il avait son arme, qu'il devait me remettre pour... Enfin bref, je ne me suis pas posé tellement de questions, j'avais un peu confiance, puisque c'est le FLN qui l'envoie. Je demande à la femme du propriétaire, lui, parce que le propriétaire était assigné à résidence dans un camp, c'est sa femme. D'ailleurs, c'est le FLN qui l'aidait à gérer le café-hôtel. Je lui dis, madame, donnez-moi une clé pour les chambres qu'il y a au-dessus. S'il vous plaît, elle me donne une clé, etc. Je ne cherche pas à comprendre, elle me donne une clé. On monte au premier étage, j'ouvre la porte. À peine j'ouvre la porte, je passe le premier, je me retourne pour qu'il la rentre, et il braque une arme sur moi, il me tire dessus. Il me tire à bout portant. Bon.
il me tire à bout portant. Ce qui m'a sauvé, c'est que moi aussi, j'étais armé. Alors, le temps que j'ai senti comme du feu qui traversait comme ça mon côté droit, et quand il voit que j'avais une arme, il descend, il dégringole les escaliers du premier étage, et puis c'est là qu'après coup, je me suis rendu compte qu'il a fait un repérage des lieux, puisque le café, il y a une entrée pour tout le monde, mais il y a une entrée de service qui donne sur une petite cour, et la cour donne sur la rue après. Et il est sorti pour ne pas sortir devant tout le monde, il sort par la petite cour, et puis il disparaît. Quand j'ai reçu ce coup, c'était encore chaud, je pouvais encore marcher. Je suis descendu, j'ai trouvé Farhat et tout. Là, je lui ai remis mon arme, je dis, il faut vite la mettre en sécurité. Je dis, moi, je vais sortir de ce café, je ne sais pas combien de mètres je vais marcher parce qu'il m'a tiré dessus, il m'a blessé. Et vous appelez tout de suite des secours. Je sors du café-hôtel. Je marche peut-être, je ne sais pas, 150 mètres ou peut-être plus. Je me rappelle, il y avait un petit stade qui donnait sur une rue comme ça. Puis il y a une ruelle, j'arrive juste à hauteur du stade. Je commençais à avoir tout noir devant moi. J'ai eu juste le temps de mettre la main contre le mur et puis j'ai perdu connaissance. Et après, bon, je me suis réveillé 2 semaines après à l'hôpital. J'étais dans le coma et le médecin, quand j'ai repris connaissance au bout de plus de 2 semaines, il est venu me voir et puis le chirurgien, je me rappelle toujours, c'était un hôpital des ouïrs du bassin de Lorraine, il est bien équipé, etc. Alors il me dit ceci, ça je ne l'oublierai jamais, il est venu, il m'a fait un sourire, il m'a dit, vous savez, vous avez été rendre visite aux morts et ils vous ont rejeté. Voilà la formule, comment il m'a dit. Et puis bon, à partir de là, quand au bout de quelques jours, j'ai commencé à voir tous les jours à l'hôpital la police. La police là, qui venait quotidiennement pour m'interroger. Le médecin, des fois, les autorise, des fois, il vient leur dire, bon, il est fatigué, etc. Il faut dire que je suis tombé sur un bon médecin, très humain, en plus de ses compétences, mais il faut quand même le dire aujourd'hui, je lui dois la vie. Aujourd'hui, peut-être il n'est plus de ce monde, je lui rends hommage. Et donc, il venait souvent, des fois à 3, à 4, à 5, à 7, etc. Alors, ma thèse, je leur avais fourni une thèse sur laquelle je suis resté sans jamais changer à aucun moment, quel que soit le nombre, quand ils viennent, etc. J'ai dit, voilà, moi, j'étais en train de marcher, je suis sorti du café-hôtel, je suis descendu en marchant le long du trottoir. J'arrive à hauteur du stade, parce que je sais qu'il y a une ruelle comme ça qui passe. Je dis brutalement, une personne sort et puis il me tire dessus à bout portant. Je ne suis même pas capable de vous donner son signalement. Il m'a tiré dessus et sur le coup, je me suis effondré. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Mais évidemment, eux, ils ont fait leur enquête, ils sont allés au café, ils ont pris du monde séparément, etc. Ils ont fini par avoir exactement à peu près ce qui s'est produit. Ils ne savent pas que, on ne leur a pas dit, voilà, on l'a vu, on lui a tiré dessus, mais on lui a dit oui, il était là, il a rencontré quelqu'un, ils sont montés à l'étage au-dessus, ils ont demandé une clé, il a demandé une clé. Et puis quand il est redescendu, il était pâle, et puis l'autre personne, on ne l'a plus revu. Donc les policiers reviennent et me disent, bon, ce que vous avez dit, ça ne s'est pas passé comme ça, voilà comment ça s'est passé. Je dis, écoutez, on peut vous raconter tout ce qu'on veut, moi, je vous dis ce qui s'est passé, et je n'ai rien d'autre à vous ajouter. Ça a duré pendant les 2 mois et demi que je suis resté à l'hôpital. Je
peux dire presque qu'il n'y a pas une semaine où il ne venait pas 2 ou 3 fois par semaine. Tout le temps. Et puis il changeait, ce n'est pas toujours les mêmes. Des fois il y a les mêmes, des fois il y a d'autres. Et toujours, ils remettaient tout ça jusqu'à la fin. Ils m'ont dit, de toute manière, tu ne nous as pas dit la vérité, mais tu ne sortiras pas libre de l'hôpital. Ils étaient 3 ou 5, je crois. Moi, je les ai regardés, je n'ai rien dit, je les ai écoutés, je les ai laissés faire. Ils sont sortis, il y a le médecin qui arrive, et il m'apporte une lettre, une enveloppe. Il m'a dit, écoute, tu dois quitter l'hôpital. Je te remets une lettre, mais tu ne vas pas sortir libre. Et il y a les gendarmes qui vont venir t'arrêter. Je te remets cette lettre, cette enveloppe, quel que soit l'endroit où on t'amène, tu demandes à un médecin, tu as le droit à un médecin. Tu as été gravement blessé, et tu as le droit à un médecin. Il m'a remis la lettre. Et puis il m'a serré la main et il m'a dit, je vous souhaite bonne chance. Il est sorti, même pas un quart d'heure, il y a 5 gendarmes qui rentrent, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont amené dans leur voiture, et puis il m'a annoncé que j'étais un insoumis au service militaire. Donc nous étions en septembre 58, et j'avais donc 21 ans. Et on m'a dit, vous êtes recherché depuis des mois pour insoumis au service militaire. De toute manière, vous n'avez pas dit la vérité à la police, mais nous sommes là pour connaître la vérité. Et puis ils m'ont amené dans leur voiture. Il y avait 2 voitures, une devant. Moi, ils m'ont mis derrière avec 2 gendarmes. J'étais au milieu sur le siège arrière, un gendarme de chaque comité au milieu, un autre à côté du chauffeur, puis celui qui conduit. Puis il y a une autre voiture devant. Quand ils sont venus, c'était en hiver. On était déjà en hiver, j'étais blessé fin septembre et j'ai passé 2 mois et demi. On était en décembre pratiquement. C'est le mauvais temps et il faisait presque nuit parce qu'ils se sont passés à 4 heures par là, si c'est pas plus. Et en cours de route, ils ont voulu m'intimider, m'impressionner et commencer à dire maintenant on est seul sur le trajet jusqu'à Metz. Ou vous nous dites la vérité, ou ils nous tutoient, ou tu dis la vérité, ou bien on peut, de toute manière, tu es recherché depuis longtemps, on va dire que tu t'es sauvé, et puis on s'en débarrasse de toi. Enfin, sans le dire comme ça, mais c'est pratiquement des menaces. Alors je leur ai dit, écoutez-moi bien, tout ce que j'ai à dire, je l'ai dit à vos collègues policiers. Je n'ai rien d'autre à vous dire, et maintenant, de toute manière, vous ne m'impressionnez pas. Alors quand je leur avais dit ça, moi j'étais maigre comme un truc comme ça. Celui qui était devant, il s'est retourné, il dit à ses collègues, mais il est culotté celui-là. Bon, continue à me parler, tu as intérêt à parler, c'est dans ton intérêt, etc. Dès que je leur avais dit ces mots, je n'ai plus ouvert la bouche. Et finalement, ils m'ont conduit à la caserne, à Metz. M'ont amené à la caserne, c'était la caserne des chasseurs portés. Et on est arrivé le soir, ils ont amené un document avec eux, on est rentré dans un bureau, il y a un officier, je ne sais pas si c'était un lieutenant ou un aspirant, qui était là, il leur a signé. Je pense comme quoi que j'ai été remis donc à eux. Avant de partir, je me rappelle, il leur dit il faudrait le dresser parce que c'est une tête forte. J'ai rien dit. L'officier qui a signé, il s'est contenté de me regarder, il ne leur a rien dit non plus. Ils sont sortis. Et il appelle l'adjudant, je crois que c'est l'adjudant de service, qui me conduit au dortoir. J'arrive au dortoir, je trouve une vingtaine de compatriotes.
C'était tous des insoumis au service militaire. Donc je me retrouve là, on discute et tout ça. Et le lendemain matin, les problèmes commencent, puisqu'il fallait aller à l'appel le matin de très bonne heure, puis il fallait participer aux sorties, aux entraînements, aux corvées, etc. Et j'ai tout de suite commencé par dire que moi j'ai été gravement blessé, je ne peux pas faire telle chose, etc. L'adjudant a répondu secement, il dit ici c'est nous qui décidons. J'ai dit bon, je vais au rassemblement dans la cour, et puis il y a un officier, je crois que c'était un capitaine, quand ils ont dit bon, ramper, etc., je suis allé vers lui. Je dis moi je suis blessé, j'ai le droit. Alors d'un air ferme comme ça, il dit c'est pas toi qui vas nous dicter ce qu'on a à faire. Et il a dit à l'adjudant, retourne dans son truc, et puis 2 jours après, effectivement, il m'appelle, je vais devant cet officier, et je lui dis j'étais blessé, j'ai d'ailleurs une lettre que je dois remettre au médecin. Il a dit c'est moi qui décide. J'ai dit parfait. Je lui ai remis, il m'a dit la lettre, l'enveloppe, je remets l'enveloppe, je sors, et 2 jours après, c'est un médecin qui m'appelle. Le médecin me reçoit, je vois qu'il avait l'enveloppe, et puis il me dit bon, il y a certaines choses qu'on va t'éviter, mais pour le reste, tu participeras à tout. Et tu feras plus de corvées que d'autres si tu ne participes pas, par exemple, aux marches, à l'entraînement, etc. J'ai dit, je ferai ce que je suis en mesure de faire. Je me rappelle toujours. Il m'a dit, c'est moi le médecin, je sais ce que tu es capable de faire, ce que tu ne peux pas faire. Je sors, et c'est là qu'ont commencé les problèmes. Et puis, comme on avait on était une vingtaine, et qu'on commençait à s'organiser à l'intérieur quand je suis arrivé. Et il y a eu des bagarres avec les militaires, les autres militaires. Il y a eu pas mal de problèmes qui se sont produits depuis que j'étais là-bas. Un jour, le capitaine, il m'a amené chez lui, et ils m'ont dit ici, c'est l'armée. Il y a une discipline pour tout. Depuis que tu es arrivé ici, il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas avant. J'ai dit non, il n'y a aucun problème. Moi, je suis ici. Je vous dis que je ne suis pas en mesure de faire mon service militaire. Vous avez un document. Et le médecin qui m'a soigné m'a précisé que j'ai le droit à des soins. Alors, il s'est emporté, bon, etc. Une semaine après, on me convoque de nouveau pour me dire que vous allez passer devant une semaine et devant une commission. Mais ça a traîné. Je suis resté à peu près 4 mois dans cette caserne. Et ensuite, j'ai finalement comparé devant une commission. Et la commission m'avait, je me rappelle, réformé numéro 2, disant, bon, pour l'instant, mais vous serez assigné à résidence à votre adresse et vous devez pointer tous les 2 jours à la gendarmerie de votre ville. Donc on m'a fait ce document, je suis sorti, je suis allé là où j'avais mon adresse, à la ville où je résidais. Et tout de suite après, j'ai commencé à reprendre le contact avec l'organisation. Et est-ce que vous avez su, ou bien cherché, c'est qui vous a tiré dessus? Non, parce que ce qu'il faut vous dire, que là où j'étais blessé, on n'est pas loin de la frontière allemande, à la frontière sarroise. Donc, il n'est pas venu directement de Saint-Denis, combien même, je ne sais pas s'il est vraiment venu de Saint-Denis. Toujours est-il, celui qui l'a envoyé, c'est Boussad.
Et il est arrivé, et il avait fait des repérages, et quand il a quitté l'hôtel, je suis sûr qu'il a été attendu et il a tout de suite franchi la frontière. Là, tout de suite. D'autre part, la police française à l'époque ne luttait pas tellement contre les missalistes, elle luttait surtout contre le FLN. D'ailleurs, vous croyez que c'est un missaliste? Non, c'est un missaliste. Après, j'ai su que c'est un missaliste puisque Boussad. Non, puisque Boussad, qui était à Saint-Denis, il s'occupait de la justice. Il était responsable de la justice au niveau, je crois, de la région de Saint-Denis. Et quand il a appris ce qui s'est produit, et que je suis sorti quand même vivant de cette histoire, on m'a dit qu'il s'est fait arrêter. Il a été arrêté et s'est arrangé pour se faire. Ça existe, ce genre de choses. Et il a été arrêté, puis il était en prison. Et c'est par la suite qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, c'est un membre du MNA. Parce que quand je vous ai dit le quadrillage, le FLN a pris le dessus sur les structures, or lui, il est d'un certain âge. D'ailleurs, à l'époque, moi personnellement, et je ne suis pas le seul, comment je faisais attention à certains membres de notre communauté, quand on se retrouve, on ne connaît pas les gens, etc. On se méfie beaucoup de ceux qui ont plus de 35-40 ans. Parce qu'on part du principe que ce sont des gens qui ont milité au sein du mouvement national et que beaucoup d'entre eux sont restés très attachés à Messali, à la personne de Messali. Parce que le culte de la personnalité, il a fait beaucoup de mal, non seulement au mouvement national, et avant la guerre de libération, mais également après l'indépendance, ce qui s'est passé ces 20 dernières années, ça fait partie de ce problème terrible du culte de la personnalité. Donc on revient, vous êtes sorti de la caserne et vous avez repris vos activités. Alors j'ai repris mes activités progressivement, puisque je connaissais un certain nombre de ceux qui étaient dans l'organisation, qui étaient toujours en place. Et puis en même temps, je continue d'aller à la gendarmerie pour pointer. Peu de temps après, effectivement, j'ai été contacté officiellement par la structure du FLN de la région. C'était le chef de zone qui était à Metz, qui m'a envoyé quelqu'un, parce qu'on lui a donné mes coordonnées à partir de l'Allemagne, parce que j'ai repris contact avec la structure du FLN à Saarbrück, et c'est à partir de là que donc, la structure dans l'Est, notamment à Metz, le chef de zone, parce que la région de Forbach relevait de la zone de la Moselle, donc de Metz, m'avait envoyé une personne, et cette personne est venue de France. Mais cette fois-ci, c'est sûr. Alors, la personne qu'il m'a envoyé, c'était quelqu'un qui devait prendre ma place, c'est-à-dire prendre la responsabilité de la région de Forbach. Il arrive, je le reçois, on discute, je l'amène dans un endroit où il y a quelqu'un qui travaille à la mine, un vieux militant, mais quelqu'un de sûr. Il habite un petit pavillon seul. Et puis on a la possibilité aussi de le faire héberger chez des familles. Il n'y a pas beaucoup de familles à l'époque, mais nous en avons. Et je lui ai dit, voilà, on peut te donner le choix, soit tu veux être dans une cité où il y a des familles, mais il faut être discret quand tu sors et tu rentres. Soit à un endroit, je l'ai amené, il s'appelle Nefa, le militant en question. Je l'ai amené, lui, il a un petit pavillon dans un quartier pavillonnaire. Je dis, si tu veux, chez lui, parce qu'il vit seul, sa famille est restée en Algérie, bien sûr. Il a choisi d'être chez ce militant. Et puis j'ai commencé à lui présenter les responsables au niveau local. Les chefs de secteur d'abord, puis on a fait une réunion chef de secteur avec les responsables de Qsmat. Et disons au bout d'un mois, normalement j'avais commencé à terminer le travail et on devait ensuite, lui et moi, nous rendre à Metz, à la réunion
au cours de laquelle moi aussi je devais être affecté dans une autre région ou dans une autre structure, disons. Et puis au bout d'un mois, même pas un mois, un jour, il y a le militant là où il résidait, il donne l'alerte et il dit, il est sorti, il n'est plus revenu. Celui qui devait me remplacer. Bon, on cherche qu'est-ce qui s'est produit, puis peu de temps, un jour ou deux, la police, la gendarmerie, parce que c'est le quartier, c'est la gendarmerie. La gendarmerie sont allés le voir pour lui dire, bon, cette personne, on l'a arrêté, mais il était chez toi, il habitait chez toi. Heureusement, l'autre, il est connu dans le quartier pavillonnaire, c'est un ouvrier travailleur de un mineur, un travailleur de la mine. Il est respecté, connu. Et il a dit, oui, moi je ne le connais pas bien, je l'ai rencontré, il m'a reconnu, il m'a dit, voilà, je suis algérien, je suis venu chercher du travail, je n'ai pas ni de logement, ni de travail, par solidarité, je lui ai dit, bon, j'ai de la place chez moi, je l'ai amené, il a résidé chez moi, pendant ce temps-là, il me dit qu'il cherche du travail. Mais maintenant, je ne sais pas, c'est tout ce que je sais de lui. C'est tout, c'est tout. Et finalement, ils l'ont gardé, et de nouveau, le responsable de la zone du FLN de Metz, au bout d'un mois, quand il y a eu parce qu'il y avait un rendez-vous, c'était avec lui qu'on devait y aller. C'est lui qui connaissait l'endroit. Parce qu'avant de venir me voir, il est passé par Metz, il sait l'endroit, etc. Donc, ne voyant rien venir, le chef de zone envoie de nouveau un militant à l'endroit où il est venu, lui, la première fois, et il a pris contact avec nous, pour finalement me demander d'aller à Metz rencontrer. C'est comme ça que j'ai rencontré le chef de zone. Je lui ai appris l'arrestation de la personne qu'ils ont envoyée. On l'appelait Mohamed. Voilà, il a été arrêté malheureusement. Parce que quand on arrive dans l'Est, il vient de Paris, les gens ils sont tout de suite repérés. Surtout les premières semaines qui sont difficiles quand on vient. Or, le FLN, pour tous les responsables permanents, c'est-à-dire de la région, zone, super zone où il envoie toujours des militants, des responsables qui étaient dans la structure, généralement à Paris. C'est là où l'organisation est puissante. Et quand ils arrivent en province, les premières semaines sont difficiles parce qu'il faut qu'ils s'adaptent, etc. Et pendant cette période-là, ils se font généralement remarquer. Il faut dire aussi qu'il y a aussi tous ceux qui travaillent avec la police, des dénonciateurs, des traîtres, quoi. Ça existait. Et il y en avait malheureusement. Des indicateurs. Des indicateurs, oui, bien sûr. Donc, voilà. Alors, quand je suis descendu, je suis allé à Metz, on s'est rencontrés, on devait avoir une réunion, mais je l'ai rencontré lui. Alors, il m'a appris, oui, normalement, tu devais prendre la zone et lui prendre ta place à la région. Et on devait avoir une réunion avec lui. Non, pas avec lui, mais après la réunion à laquelle on n'a pas assisté, il m'a donné rendez-vous pour une autre réunion où il y aurait le responsable de super zone ou de wilaya qu'il m'a dit qui serait présent à la réunion. Et c'est là qu'on va prendre des décisions si tu dois rester de nouveau là-bas ou bien tu vas être appelé ailleurs. Et au bout de 2 semaines, il me contacte pour aller à la réunion, je pars pour aller à la réunion, il me donne l'endroit où on devait se réunir. Et puis j'arrive, c'était à Romba, pas loin de Metz. Je connais l'endroit, il m'a montré, c'était des bâtiments HLM. Et puis il y a une espèce de parking comme ça devant les bâtiments. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui possédaient des véhicules. Puis moi, j'étais avec un scooter.
Et je voyais au fond, devant le bâtiment où je devais rentrer, je voyais une voiture, les 203 de l'époque. Puis je voyais 3 personnes comme ça dehors autour de la voiture avec des espèces de, pas des bérets, mais comme des casquettes comme ça sur la tête. J'ai vu ça, je n'étais pas rassuré. Je ne suis pas allé rentrer dans cette entrée-là où je devais y aller, parce que le bâtiment, je me rappelle, il a 3 entrées. Il y a celle qui était la dernière où je devais y aller, il y a une autre au milieu et une autre au début. J'arrête le scooter au début, je rentre dans l'entrée, la première entrée, jusqu'au 5e étage. Je mets du temps, j'étais pressé de repartir. Je redescends, je mets de nouveau le scooter en marche et puis je pars. Heureusement, ils ne sont pas venus me demander des papiers, ils ont regardé, mais on était à peu près à 30 mètres, comme ça, 20-30 mètres. Je repars parce que je soupçonne qu'il y a quelque chose. J'étais pas sûr, mais je me dis, par mes yeux de ski, je retourne à Metz, et puis j'essaye de contacter le chef de zone, et je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. On me dit, il n'est pas passé, etc. C'était à la rue de la Boucherie Saint-Georges, j'avais un petit café-hôtel, on passe, et je demande après à Lyon, c'est son surnom. On m'a dit non, il n'est pas passé ces jours-ci, etc. Bon, très bien. Je repars. Et ce jour-là, je ne suis pas venu en scooter, j'ai pris le bus. C'était des cars bleus, ça s'appelle les Rapides Lorraine. Ils les appellent les Rapides Lorraine. Je passe devant un kiosque à journaux, j'achète le journal, le Républicain Lorraine. Je l'achète, je rentre dans le bus pour retourner à Forbach. Et puis, je tourne la première page. À deuxième page, sur le côté 3e, je vois un titre. Un haut responsable du FLN arrêté à Romba. Je sursaute. Ça, c'est le lendemain du jour 2. Et puis je vois, effectivement, c'était le chef de Wilaya qui a été arrêté. C'était à l'époque Ali Boudaoud, il est mort il y a 2 ans de ça. Et il a travaillé à la SNED après l'indépendance. Donc c'était le rendez-vous vous avez... C'est là où il y avait un rendez-vous et heureusement je ne suis pas rentré. Et donc voilà, j'ai échappé. Puis quelques temps après, j'ai fini par avoir le contact avec le chef de zone. Et lui, il m'a dit, il n'a pas été de bonne heure le matin, mais il a pris le bus comme moi. Et quand il est arrivé, et il a vu de loin la même chose et il a rebroussé chemin. Voilà. Mais il n'avait pas eu encore le temps de pouvoir me contacter. À partir de là, comme il a été arrêté, un nouveau responsable de Wilaya a été désigné à sa place. Généralement, ça se passe toujours comme ça. Dans le comité, il y a le chef de Wilaya, il y a les 2 chefs de super zone, où il y a aussi les chefs de zone, etc. C'est l'un d'entre eux, généralement, peut-être le plus ancien, qui est désigné, on dit toujours provisoirement, mais généralement, il reste. Et donc, il y a eu le nouveau chef de Wilaya. Il est toujours vivant, le fameux Daniel Ben Younes. C'est lui qui était désigné comme chef de Wilaya. Et quand il est passé à Metz, quelques temps après, juste avant l'arrestation du chef de Wilaya d'Ali Boudaoud, il y avait le chef de la Hamala de la Moselle, celui qui est au-dessus du chef de zone, qui a été arrêté à la gare de l'Est. La gare de l'Est, c'est-à-dire l'homologue de Daniel. Ce qui fait que quand il a été désigné, il n'y avait pas encore il n'a pas été remplacé son collègue de la Moselle, de la Lorraine. Parce que lui, il était en Alsace-Franche-Comté. Donc, quand il est venu, tout de suite après, il a décidé de faire tout un chamboulement. Tous ceux qu'il a trouvés là en Lorraine, il les a soit
muté, soit comme le chef de zone, il l'a remis à la disposition de l'organisation à Paris, puis il m'a informé que je devais prendre la place du chef de zone. Donc j'ai pris la zone de la Lorraine, de la Moselle, plutôt de Metz. Au bout de 3 mois, encore de nouveau, il revient, il m'a dit voilà, en Alsace, il y a trop d'arrestations, toi tu as une grande expérience. Tu es de l'Est, contrairement à ceux qui viennent de Paris, quand on fait venir des responsables de Paris, ils se font arrêter rapidement. Donc les frères, quand on dit les frères, c'est les responsables. Les frères ont décidé de te confier la zone Alsace-Vosges, de l'Alsace et des Vosges. Ça fait 3 départements, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le département des Vosges. Bon, à l'époque, on ne discute pas ce genre de problème. On est appelé... c'est des ordres, on les applique. Donc, je quitte de nouveau donc, par conséquent la Lorraine. Avant de quitter la Lorraine, il a fait venir 2 éléments. Un pour prendre la Hamala à la place de celui qui était arrêté. Et un autre pour prendre la zone, ma place, si vous voulez. Celui qui devait prendre la place, il n'est pas arrivé, c'était la régionale. Il y a un régional qui est venu de Paris, qui a travaillé sous ma responsabilité. Donc je l'ai laissé là-bas, lui, à tenir, à gérer la situation jusqu'à l'arrivée de l'autre. Par contre, le chef de la Hamala, je l'ai rencontré avant de partir. Et c'était quoi les activités? Les activités, c'était d'abord les cotisations. Ensuite, les activités telles que quand il y a des actions à mener, des actions armées, soit contre les messalistes, soit contre les forces de police, etc. Donc il y avait des opérations. Oui, puis il y a aussi le problème de l'organisation de secours aux détenus. Qu'il faut suivre à ses propres responsables. Expliquez-nous, j'ai pas compris. Au sein de la Fédération de France, vous avez ce qui est l'organisation mère, la branche organisation, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, les wilayas. En dessous des wilayas, au début, c'était des zones, en plus, pour renforcer un peu la structure pyramidale, ils ont ajouté un écran. Un échelon, ils ont mis une Hamala, une super zone. Puis en dessous, donc la zone, la région, le secteur, la qasma, la section, le groupe et la cellule. La cellule, c'est la base. Donc, il y a cette organisation. À côté de cette organisation, il y a la CSD. C'est la structure qui existe au niveau de chaque wilaya. Excusez-moi. Je suis en train de vous. Donc je disais, à côté de cette organisation, qui est l'organisation principale, il y a des organisations comme le comité de secours aux détenus. Donc au niveau de chaque structure, au niveau de la wilaya, par exemple, de la zone, etc., il y a un responsable qui s'occupe spécialement du problème des détenus. Des détenus, c'est quoi? C'est d'abord de savoir le nombre de détenus que nous avons dans telle ou telle prison, qui ont été arrêtés, qui ont appartenu à la structure, et auxquels il faut ensuite, par le comité de secours et par les avocats, envoyer des mandats en prison. Ah. Parce qu'il fallait leur apporter l'aide. Parce qu'en prison, le FLN était aussi organisé à l'intérieur des prisons. Et les autres opérations que vous avez faites, c'était quoi exactement? C'est des opérations d'abord de recrutement. Par exemple, vous avez des foyers. Quand je suis allé en Alsace, j'ai trouvé pratiquement tous les foyers où résidaient les Algériens étaient inorganisés. Et on avait appelé à l'époque des foyers à la Debré. C'était quoi? Debré était Premier ministre.
ils ont détruit les anciens foyers qui étaient des préfabriqués, des baraquements, où c'était facile d'accès, etc. Progressivement, pour combattre l'organisation du FLN, le couper de la communauté, ils ont cru pouvoir construire des bâtiments, 2-3 bâtiments, entourés d'un mur d'enceinte avec une seule entrée. Et chaque foyer, il a un directeur, le directeur du foyer, qui habite sur place et généralement juste à l'entrée du foyer, ce qui fait que c'est devenu très difficile d'accéder dans ces foyers. Et c'est des foyers, par exemple, vous avez des foyers où il y a 300, 400, 500 Algériens qui habitent à l'intérieur. Or, à quel moment vous pouvez rencontrer nos compatriotes? C'est le soir, dans la journée de travail, soir ou le dimanche. Parce qu'à l'époque, il y a 6 jours de travail. Samedi était un jour de travail normal. Donc, il vous reste le soir et puis le dimanche. Alors, maintenant, on va passer au grade. Qu'est-ce que vous avez encore? Est-ce que vous êtes monté encore en grade? Qu'est-ce que vous avez eu des promotions ou, comment ça s'est... Non, en ce qui me concerne, quand je suis parti donc en Alsace, je me suis mis à organiser tous ces foyers. Et j'étais en recherche, bien sûr, puisque je ne pointais plus à la gendarmerie, évidemment, depuis déjà pas mal de temps. Hors la loi. Bah oui, donc je suis complètement rentré dans la clandestinité. J'avais de faux papiers d'identité. J'avais une vraie fausse carte d'identité, si on peut appeler comme ça, au nom de Msaoudi Farhat. Il avait à peu près mon âge. On a enlevé sa photo, on a mis la mienne. Et puis à l'époque, on avait un service qui était très fort pour maquiller. Tu vois, ils ont remis ma photo, ce qui fait que moi j'étais recherché sous mon vrai nom. Mais en réalité, s'il y a un contrôle, on me demande mes papiers, je donne les papiers de la personne. Et puis en même temps, j'ai des fiches de paye de la personne en question, comme quoi je travaille, etc. Voilà. Donc, alors maintenant, on va passer. Quels sont les moments forts de votre parcours révolutionnaire? Bah, vous savez, tous les parcours sont importants. Ou les anecdotes. Oui, bah, je peux peut-être vous parler de la manifestation que nous avons organisée au palais de justice de Strasbourg. Concernant? On a comparu parce que moi j'ai été arrêté. J'étais arrêté à Strasbourg. Quand j'ai mené ces actions-là dans les foyers, j'étais déjà recherché. On m'a arrêté à Colmar, j'ai réussi à leur échapper. Et puis à Mulhouse, on a fait des opérations où on a pris même le directeur du foyer toute la nuit avec sa famille. Montage. En quelque sorte. Je me suis adressé à la femme et non pas au responsable pour l'assurer, pour lui dire, madame, je vous rassure, rien ne vous arrivera si votre mari reste tranquille. S'il reste tranquille, nous sommes venus rencontrer nos compatriotes. Ils sont 300, nous sommes du FLN, nous sommes venus faire des réunions avec eux, ça va nous prendre du temps. On vous demande que votre mari reste tranquille, qu'il n'appelle pas la police, qu'à ce moment-là, quand on aura terminé, on repartira, vous n'aurez rien du tout. Mais s'il essaye de faire quelque chose, nous serons obligés de l'abattre. J'ai laissé un homme armé sur place. On a passé jusqu'à 3 h du matin à organiser 2 bâtiments qui n'étaient pas organisés. On les a organisés. Quelle année ça? Oh ben, ça c'est en 1960. Et je dois dire que ces endroits, cette zone, celui qui était avant moi, c'était justement Daniel, qui était avant moi, avant de devenir wilaya. Or, quand j'arrive là-bas en 60, je trouve tous ces foyers-là organisés. Donc, quand on a organisé tout ça, il a fallu ensuite, il y avait des recherches contre moi. Et c'est ainsi que
en septembre, non pas en septembre, au mois d'août 61, j'ai été arrêté. J'étais arrêté à Strasbourg sur dénonciation. J'ai passé la nuit à la cité universitaire chez un étudiant originaire de Batna, il s'appelle Ben Rahmoun Abdelmajid. Je passais la nuit chez lui, et le lendemain matin, je quitte l'université et il venait avec moi. Je devais aller dans un endroit où j'avais un rendez-vous, mais on est passé pas loin de la place Gutenberg, une place principale à Strasbourg. Il y a un café, c'est un café qui appartient à un Italien. Je choisissais, pas fait de temps en temps, je vais là-bas à cause qu'il y a 2 entrées. C'est stratégiquement, c'est exprès. Ce jour-là, on rentre le matin, il était peut-être 9h du matin, et puis on demande le café. Puis progressivement, je vois le café se remplit. Et puis je vois des têtes qui me conviennent pas. C'est pas les gens que, quand je passais pas souvent, il m'arrivait de passer dans ce café, que je voyais pas. C'est pas des têtes que je voyais. J'ai dit à Majid, je dois quitter ce café rapidement. Et puis il y a la serveuse qui arrive, je lui donne 5 francs à l'époque, c'était pour les 2 cafés. Ça ne se fait jamais ici en France. Quelqu'un vous dit, j'ai pas de monnaie, vous lui donnez 5 francs et vous dites, pas de monnaie. Et puis je la voyais elle tremblait. Je lui dis, Majid, je me lève, je suis allé au comptoir, je lui donne l'argent c'est le patron, je pense, c'est le propriétaire, pour payer. Il paye et revient, sa main tremble. Je dis, j'étais pressé de quitter le café. Donc, au lieu de sortir vers la place Gutenberg, qui est la place principale, j'ai choisi la rue, c'est une rue assez importante, mais pas où. Pour sortir de ce côté-là, il y avait du monde qui passait. Juste au moment où j'allais franchir la porte, j'entends derrière moi Monsieur Aitoazou lever Monsieur Aitoazou lever les mains et tout ça. Je continue. Moi, Monsieur Aitoazou, c'est pas moi. Et il dit ne franchez plus la porte. On vous donne ordre de vous arrêter. Ce que je fais, je ne m'arrête pas, je me retourne, je dis c'est à moi que vous vous adressez. En essayant de le faire avec sans accent. C'est à moi que vous vous adressez là. Il m'a dit oui, parfaitement. Je dis vous vous trompez de personne. Il m'a dit ah oui. Alors le temps que je me suis retourné pour lui parler, hop, il y a d'autres qui rentraient. Puis ceux qui étaient à l'intérieur, ils se sont mis à mettre contre le mur tous ceux qui étaient des clients. Alors je voyais plein de policiers en civil. Bon, il me dit, les papiers, quand je dis, vous faites erreur. Alors j'allais mettre ma main. Pendant ce temps-là, il y a d'autres policiers qui sont venus avec lui, et puis il y a un autre qui est rentré en tenue avec une matte, une mitraillette. Les mattes 49 là, il l'avait comme ça. Quand j'allais mettre la main à ma poche, c'est là que quelque part je peux dire que j'avais de la chance. Et celui qui avait la matte, il m'a frappé le bras avec le canon il me dit touche pas à ta poche. Et c'est le policier à côté qui a mis la main dans ma poche. Et qu'est-ce qu'il tire? Il tire un pistolet, un 9 mm. Il me rappelle, c'était un Beretta, je crois. Et il le lâche, parce qu'il s'est dit, il voulait nous tirer dessus, quoi. Et il le lâche par terre. Et alors à ce moment-là, commençaient des coups qui pleuvaient partout sur moi, etc. Salaud, ceci, cela. Puis on nous embarque tous. Et bien quand on a commencé à partir, il y avait pas moins d'une dizaine de fourgons. Et on m'a amené. Ils ont encerclé tout ça. Et donc on m'amène à la prison. Et c'est là que, même pas un mois, ils m'ont traduit. Non, j'ai d'abord passé 5 semaines dans l'interrogatoire.
J'étais resté à Strasbourg, je n'ai jamais passé pendant 5 semaines, ou même plus, j'ai jamais passé 2 nuits dans la même cellule. Ni dans le même endroit. On me changeait chaque jour d'endroit. Le soir, le matin, on m'amène à la cité administrative au sous-sol pour les interrogatoires. Et le soir, on me reconduit soit dans un commissariat de police, un autre commissariat de police, soit dans une brigade de gendarmerie à 15 ou 20 ou 30 km à la ronde. Il y avait la torture ou pas? Oui. Donc, voilà, la torture, c'est surtout les premiers jours. Les premiers jours, bon, ils m'ont même fait éclater le doigt là. Et puis, bon, ils ont essayé de jouer le chantage à la cigarette. Hein, parce que je fumais beaucoup à l'époque, d'ailleurs, c'était tout ça, hein, ça a jauni. Au bout de 3 jours, j'avais plus rien. Il y en a un qui me dit tu veux une cigarette? Instinctivement, je tends ma main. Puis il fait ça. Il a dit il faut d'abord répondre à nos questions. Alors à partir de là, je dis je ne fume plus. Il m'a dit c'est ce qu'on verra. Je dis c'est déjà vu. Et bien, c'est un problème de volonté. Une semaine après, ils m'ont laissé le paquet sur le. Il y a un bureau comme ça, une cellule carasseuse au fond au sous-sol de la cité administrative. Il y a une espèce de table. Ils ont laissé les cigarettes et la boîte d'allumettes. Ils sont revenus, ils l'ont trouvé, je n'ai pas touché. À partir de là, ils étaient impressionnés. Parce que quand je leur ai dit, je ne fume plus. Et je n'ai plus jamais fumé. Alors, après, vous êtes sorti du prison? Non, en revenant à vous parler de ce qui a marqué, je vous parler marqué, oui, d'accord. Donc, j'ai été incarcéré. Une fois incarcéré, 2 ou 3 jours après, je comparais devant un juge d'instruction, un certain Ribert, un grand là avec un nez crochu. J'arrive devant lui, menottes aux mains, 8 gendarmes. Les grands bureaux là, les bâtiments haussmanniens là, avec les grands bureaux, etc. Je rentre, moi tout maigre que tout, et puis ils ont voulu m'enlever les menottes. Les gendarmes, ils leur disent qu'est-ce que vous faites? Ils le regardent, ils disent laissez-lui les menottes. C'est-à-dire, je suis resté devant lui, et il doit m'interroger, menottes aux mains. Et quand ils ont voulu sortir de son bureau, parce que c'est des grands bureaux, alors, avant de sortir du bureau, il y a des espèces de bancs comme ça des 2 côtés. Il leur dit sortez pas, restez là. Et j'ai compris que c'est pour m'impressionner, pour m'intimider. Bon, je suis resté, je le regardais, il commençait à poser des questions. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, etc. Et en même temps, il disait à son greffier ce qu'il faut répondre. Donc il posait des questions, il répondait. Et quand il a terminé, il dit à son greffier, donne-lui le procès verbal à signer. Je lui ai dit non, je ne signe pas. C'est à vous de le signer. Il m'a dit quoi? Lui, il est grand, il s'élève comme ça. Il m'a dit, je vais vous ajouter une inculpation d'atteinte à magistrat. Je me rappelle toujours. Je dis, mais vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Je dis, mais je ne signe pas. Vous posez des questions, vous répondez, c'est pas mes réponses, signez-le vous-même. Alors il y a eu un échange, je me suis levé. Je suis levé et je lui ai tenu tête. Je lui ai dit, vous avez peut-être l'habitude de faire ça, mais ça ne se passera plus comme ça, jamais. Et puis d'ailleurs, vous avez parlé d'un tas de gens auxquels j'ai donné des ordres, parce que lui il disait assassiner, etc. Je dis, pour tout ce que vous venez de dire, les personnes que vous avez entendues et qui vous ont dit tout ça, vous n'avez maintenant à les amener devant moi, ils n'ont qu'à me confronter et répéter ça. Il m'a dit non, ils vont changer comment on appelle ça, d'argument ou quelque chose comme ça, parce que vous êtes là, vous leur faites peur. Je dis, je leur fais peur, je suis emprisonné comme tout le monde. Il m'a dit non, c'était vous leur chef, etc. Bon, je lui ai dit, écoutez, de toute manière, je vais vous informer, à partir du moment que je quitte ce bureau,
c'est plus nécessaire de me rappeler, parce que je ne répondrai à aucune de vos questions. Il m'a dit, c'est ce qu'on va voir. J'ai dit, bon, c'est déjà vu, on verra. Je sors de son bureau et on m'amène dans un bureau de son collègue, un autre juge d'instruction, juste à côté de lui. Dans le même couloir, juste le bureau à côté. On rentre dans c'est les mêmes bureaux, on rentre. J'avais toujours les menottes. Ce juge est plus jeune que celui que j'ai vu le premier là. Il s'appelle juge Claude Lopinet. Il était debout et puis les gendarmes n'enlèvent pas les menottes. Il leur dit mais qu'est-ce que vous faites là? Enlevez-lui les menottes. Et les gendarmes se regardent. Parce que l'autre, ils ont voulu enlever les menottes. Il leur dit non, vous ne lui avez pas. Et lui, ils étaient en train de perdre en quelque sorte, comme on dit leur latin. Alors, il m'enlève les menottes, il me dit asseyez-vous, monsieur Toisou. Comme ça, comme je dis, asseyez-vous. Et au lieu de sortir, ils sont allés s'asseoir sur le banc, parce que c'est les mêmes bureaux avec les... Il leur dit mais vous sortez, hein, vous sortez. Il les a fait sortir de son bureau. Et puis bon, on a commencé, il me pose des questions, je réponds. Bon, après ça, je suis sorti, on m'a amené en prison. L'autre, il m'a fait convoquer encore 3 fois. Et je viens devant lui comme un glaçon. Je reste en face, je le regarde, pas un mot. C'est ainsi qu'au bout de 25 jours après mon inculpation, on passe devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. J'ai été inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, port d'armes prohibé, faux usage de faux parce que j'avais des faux papiers, bris de clôture parce qu'on est allé dans des foyers, ils ont appelé ça fête de rentrée comme ça, de prendre des gens la nuit, comme tu as dit tout à l'heure en otage. Lui, ils appelaient ça bris de clôture et tout ça. Bon, j'avais tous ces chefs d'inculpation et on nous annonce qu'on allait passer devant le tribunal. Je crois que ça devait se passer, je ne me rappelle plus si c'est fin septembre ou quelque chose, les dates, je ne me les rappelle pas très bien. Et donc, parce qu'ils informent en prison par les avocats et tout ça, on avait le temps de préparer la manifestation. Alors qu'est-ce que je fais? On préparait une manifestation, on était une quinzaine à passer dans cette affaire-là. Ce sont tous des gens qui ont travaillé sous ma responsabilité, mais qui étaient arrêtés bien avant moi. Et à ce moment-là, on a préparé comment on devait faire une manifestation pour rejeter le tribunal, pour contester l'autorité de la France de nous juger. Alors, on avait préparé ça. J'ai préparé un petit discours que j'ai appris par cœur. Je l'ai appris par cœur. Après avoir prononcé ça, nous avons confectionné un petit drapeau que nous avons réussi à passer au tribunal. Un drapeau algérien à peu près qui fait environ 30 sur 50 cm ou peut-être 20 sur 30, je ne me rappelle pas. On l'avait confectionné nous-mêmes en prison et on a répété l'hymne national Qassamou. Et le jour du tribunal, on arrive, on était une quinzaine, et le président du tribunal arrive. Vous savez, quand ils arrivent devant le tribunal, il y a celui qui crie là, tout le monde debout, le président arrive. Tout le monde se lève au tribunal, nous, tous les 15, nous avons décidé de ne pas nous lever. Donc, quand il arrive, je me rappelle, c'était un président d'un âge avancé, il avait ses lunettes comme ça sur le bout du nez. Il nous a regardés, nous on est restés assis, et puis quand il s'est assis, il a voulu interroger chacun de nous individuellement. Dès qu'il a commencé à faire l'appel, dès qu'il a appelé le premier, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a appelé l'un des frères qui était avec nous, je me suis levé. Je me suis levé et je lui ai dit nous contestons votre tribunal, nous ne reconnaissons pas l'autorité de la France de nous juger.
Si nous avons commis quelque chose pour lequel on peut être jugé, c'est au gouvernement provisoire de la République algérienne de nous juger, mais pas vous. Vous devez être passé devant le tribunal pour vous juger des crimes que vous avez commis en Algérie contre des femmes, des vieillards, des enfants. C'est vous qui devez être jugé et non pas nous. Nous luttons pour notre liberté, notre indépendance. Et alors sur ça, les frères entendent le Qassamen et celui qui avait le drapeau, il le sort, il le brandit. Et l'autre, il crie à haute voix, le président, évacuez, évacuez. Et ils étaient tellement nombreux, les CRS, les gendarmes, quand ils sont venus, ils ont voulu commencer par moi et ils m'ont mis il y en a un qui me met la menotte à un bras et l'autre il met la menotte et à son copain sans se rendre compte. Et son collègue lui dit mais ça c'est mon bras, il tire son bras dans la confusion. Bon bref, ils nous ont évacués, ils nous ont amenés en prison, ils ont commencé par moi dans le premier wagon. Quand on arrive en prison et commençait à mettre tout le monde de nu, je dis avec le directeur de la prison, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, oui, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le drapeau. Le drapeau, vous avez sorti un drapeau, on exige de moi le drapeau. Je dis, mais vous pensez que nous avons ramené le drapeau avec nous? Mais le drapeau, de toute manière, nous, on ne l'a pas. C'est même pas la peine de vous, je vous le dis tout de suite. Et s'il y a quelque chose, vous regardez dans le deuxième convoi, mais c'est nous qui avions en réalité le drapeau. Il était chez l'un de ceux qui étaient avec moi. Et finalement, il nous a laissé passer, il a juste fouillé il a commencé à le mettre nu. Quand je lui ai dit ça, il a admis. Quand ceux qui sont venus derrière, ils les ont mis tous nus, tous sans exception, et ils ne trouvent pas le drapeau. À ce moment-là, ils viennent et me font venir dans le parloir des avocats, avec le directeur, et ils commencent vraiment à me supplier. Je vous en supplie, donnez-moi le drapeau, on l'exige de moi pour mes enfants. Je lui ai dit, ah bon, vous avez des enfants, vous pensez aux enfants? Et les enfants algériens qui meurent sous les bombes au napalm, qui sont bombardés dans le village, qui pensent à tout ça? Alors il me dit, mais moi je suis pour rien, je ne suis qu'un simple directeur d'une prison, je ne suis pour rien dans ce qui se passe en Algérie, etc. Je lui dis, ah oui, hein, vous voyez, vous pensez à vos enfants, il faut penser aussi aux enfants algériens, qui eux meurent sous les bombes. Et alors je lui ai dit, écoutez, le drapeau, il est dans la cellule. Mais vous ne l'aurez jamais. Si vous voulez le prendre, il faut appeler des renforts. Parce qu'on était à peu près 80 ou 100 détenus. On a un bâtiment à part. Parce que les détenus politiques, on a fait des grèves pour avoir un régime politique, séparé des droits communs. Je dis, il faut faire appel à des renforts parce que vous ne le prendrez pas, le drapeau. Il faut d'abord passer sur nos corps pour le prendre. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, écoutez, je vais vous dire si vous voulez, on n'a qu'à dire que le drapeau, on l'a jeté dans le banc public. Dans la confusion générale, nous avons nos militants qui sont venus assister à l'intérieur. S'ils ne les connaissent pas, c'est des militants clandestins, et ils sont venus en ajouter pour justement ne pas nous faire saisir le drapeau. Alors, je vous remercie, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, il y a la police judiciaire qui vient en prison, toujours en parloir des avocats, et sont venus me signifier comme quoi je suis inculpé d'atteinte un magistrat, tout un tas de trucs. Ils ont amené la machine à écrire. J'ai dit, j'exige la présence de mon avocat. Ils ont dit, à quoi ça sert de toute manière? Je dis, mais je ne vous signe rien du tout. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais je ne vous signe rien du tout. Donc, voilà. Sur ces faits, l'avocate, c'était maître Liliane Royer, Francis Imbert du barreau de Nancy, Liliane Royer du barreau de Strasbourg et Michel Zavrion et Mourad Sdiq du barreau de Paris. C'était mes avocats. D'accord. Alors maintenant, revenons à la fin de la guerre.
au fameux 17 octobre 61, le massacre qui s'est passé. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez manifesté comme les autres qui ont manifesté pour le 17 octobre 61? Non, le 17 octobre, je me trouvais en prison, parce que je viens de vous dire que moi j'étais en prison. Mais je vais quand même conclure en ce qui concerne la prison, puisque juste au moment du cessez-le-feu, on a été transféré en Algérie. Ils ne nous ont pas laissé, ils nous ont pas libérés ici en France. Ils ont fait une sélection, ce qu'ils ont appelé à l'époque la catégorie crime de sang. Ça veut dire ceux qui ont pris des responsabilités ou participé ou organisé des actions armées, etc. En général, tous ceux qui étaient condamnés à mort, à perpétuité, au-dessus de 20 ans. Donc, ils nous ont rassemblés. Ils vous ont condamné combien, pour combien de temps? Moi, ils m'ont condamné la première fois pour 7 ans, quand je suis comparé devant ce tribunal. Ils ont rendu le verdict en notre absence parce qu'on a refusé de retourner dans la séance suivante. Mais j'avais des affaires pour lesquelles je devais passer devant le tribunal militaire. D'ailleurs, c'est Claude Lopinet qui avait instruit le dossier, c'est-à-dire toutes les affaires qu'il considérait comme lourdes, c'était lui. Ça a pris du temps jusqu'au jour où il me convoque. Je vais aller dans son cabinet et puis il me dit voilà, monsieur Etoiseau, il me montre une lettre qu'on appelle ça, je crois, une réquisition là, ou je sais pas quoi, signée du général Massu. Il m'a dit voilà, il est pressé de vous faire passer devant un tribunal militaire. Il m'a dit vous devez connaître ce général. J'ai dit oui, il est connu je ne le connais pas personnellement, mais il est connu de triste réputation, que c'est celui c'est le boucher. Je lui ai dit ouais, c'est le boucher d'Alger, monsieur le juge. Il n'a pas fait de commentaire. Il m'a dit donc je dois vous faire signer votre transfert et votre comparution devant le tribunal militaire de Metz. Parce que, entre-temps, Massu, il a été muté à Metz comme gouverneur militaire de Metz. Et à ce moment-là, on allait partir, j'allais quitter le cabinet du juge Lopinet, et il me dit, écoutez, j'ai une question à vous poser, mais ça n'a rien à voir avec l'instruction, c'est une question personnelle. Je dis, allez-y, monsieur le juge. Il me dit, je vous pose la question, pourquoi vous avez répondu à toutes les questions ici chez moi, mais vous avez refusé de répondre au juge Ribert, son collègue. J'en ai parlé il y a un instant. Je lui ai dit, c'est très simple, monsieur le juge. Je dis, j'ai constaté que vous faites votre travail en tant que juge. Vous me posez des questions, je vous réponds. Vous dites à votre greffier de prendre mes réponses, et à la fin, vous dites toujours à votre greffier de me remettre le PV, de le lire et d'ajouter si je ne suis pas d'accord. Vous me dites sur quoi vous n'êtes pas d'accord, on va le changer. Il m'a dit oui. J'ai dit, chez M. Ribert, votre collègue, je dis, si vous vous rappelez, je vais vous rappeler un détail. La première fois quand je suis venu devant chez vous, les gendarmes n'ont pas enlevé les menottes. Il m'a dit, oui, je me rappelle. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, vous savez pourquoi? Parce que le juge Ribert, ils allaient m'enlever les menottes, il leur a dit non. Non, lui enlevez pas les menottes. C'est pour ça qu'ils étaient surpris. Quand vous avez dit enlevez-lui les menottes. Quand vous leur avez dit de sortir du bureau, c'est parce que votre collègue leur a dit de rester à l'intérieur du bureau. Il m'a dit, c'est pas vrai. Je dis, c'est votre collègue, il est à côté, je serais heureux de dire tout ça devant lui. Il m'a dit, non, je vous crois, c'est bon. Et je lui ai dit, alors, monsieur le juge, il pose des questions, il a répondu lui-même et il voulait exiger de moi que je lui signe le PV. Je lui ai dit, il n'est pas question, c'est à vous de le signer. Et avant de quitter, lors de la première entrevue, je dis, ne me ramenez plus devant chez vous, je ne répondrai plus. Je dis, voilà
je vous ai raconté exactement ce qui s'est produit. Il m'a dit, écoutez, M. Etoiseau, vous avez bien constaté, je suis scandalisé, mais tous les magistrats français ne sont pas comme M. Ribert, et c'est la première fois que j'apprends tout ça. Et voilà, il m'a tenu ce langage. Et à la fin, il m'a dit, vous savez, les principaux responsables de cette guerre d'Algérie, c'est les Français d'Algérie. Et depuis des années, quand on voit défiler ici des jeunes qui ont moins de 25 ans, nous avons fait savoir clairement que c'était terminé. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Mais nous sommes sûrs que maintenant, la fin est proche. Or, on était dans la période des négociations, même la presse en parlait entre le FLN, le GPRN et le gouvernement français. Alors, votre transfert en Algérie, comment ça s'est passé? Alors, notre transfert en Algérie, nous ont rassemblés donc j'étais à la prison de Metz. Oui, ça c'est la première condamnation. La deuxième condamnation, vous m'avez dit combien vous... La deuxième condamnation, au lieu de passer devant le tribunal, je devais passer. Entre-temps, l'approche des accords d'Évian, parce que les Français savaient que... Ils ont suspendu les comparutions devant les tribunaux, à peu près un mois avant. Ils ont suspendu les comparutions. Ce qui fait que le dossier, tout était transféré à Metz pour passer devant le tribunal militaire. Mais j'ai pas. D'ailleurs, j'ai des documents faisant foi de la lettre que j'ai signée, que je devais comparaître devant le tribunal, signée de Massu et tout ça. J'ai ces documents grâce à mon neveu qui a écrit aux archives et ils me les ont envoyés. Donc, on nous a transféré de Metz par avion. C'était des Hercule 130 américains de l'armée française. On rentre à l'intérieur, c'est une espèce d'immense tuyau comme ça. Il y a ni siège ni quoi que ce soit. Et on nous met dedans. Et de la base aérienne de Metz, on en a tiré à la base aérienne de Tlarma, dans l'ancien département de Constantine. Tlarma, ça n'allait pas loin d'Ain Mlila, la ville de Tlarma. Et de là-bas, c'était un détachement de l'armée qui nous conduit jusqu'à Lombez. Et nous sommes restés à Lombez jusqu'à la libération qui est intervenue. Nous étions les tout derniers. C'est resté un an? Au mois d'avril de 62, on est sorti de là-bas. Un an à peu près? Non, moins. Bon. On est resté 2 mois, c'est tout, là-bas, parce qu'on a été transféré juste avant les accords d'Évian. Alors on arrive à la fin. Alors, une fois que vous êtes sorti en 61, 62. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? En sortant d'abord de Lombez, il fallait rejoindre Alger. Moi, mon père, Allah yarhamou, pendant en 1959. Ma mère, elle est venue elle est allée rejoindre ma soeur, mon beau-frère à Alger. Donc quand je suis sorti, j'ai rejoint Alger. J'ai mis 3 jours de Batna à Alger parce que c'était la période OAS. L'organisation du FLN qui nous a acheminé de Batna jusqu'à Alger. On a passé une nuit à Stif, dans une cité qui s'appelait à l'époque Gouloul al-Qahira. Cette cité-là, je me rappelle, on a été accueillis avec vraiment un accueil invraisemblable par tous les habitants de la cité. De la cité. Puis après, on est arrivé le lendemain jusqu'à Bouira. Bouira, le comité d'accueil du FLN de Bouira nous a dit vous ne pouvez pas continuer. Il était 4h30 du soir. C'était au mois d'avril. Il a dit vous devez passer la nuit ici à Bouira. J'ai dit comment on est à 120 km à 4h, on continue pas sur Alger, on va continuer. Il m'a remis il y avait un compatriote, d'ailleurs l'ancien régional de Metz, il s'appelle Mohamed Lares. Il était avec moi, c'était le seul qui devait rejoindre Alger avec moi.
Et il nous a remis un formulaire à remplir, à signer, comme quoi c'est nous qui prenons l'engagement de rejoindre Alger, malgré les risques dus à l'OAS sur la route. Alors il a dit, voilà, il y a un chauffeur de taxi djidjilien, il est djidjil, il passe tous les jours par le comité le soir avant de regagner Alger. Et s'il passe, s'il s'arrête, vous pouvez partir avec lui. Effectivement, il est passé. On est rentré, on est arrivé à Hussein-Dey, Hassan-Dey. Et à ce moment-là, il nous dit, non, je ne peux pas vous amener Moi, je devais rejoindre Bouzaria. Il faut traverser toute la ville d'Alger, soit par Bab el Oued ou par Al-Biar, il n'est pas question. C'est les fiefs de l'OAS. Mohamed El Aras, c'est à Climat de France, donc c'est également la même direction. On était obligé de passer la nuit notamment à Hussein-Dey, dans les cités de l'éveillé. Est-ce que vous avez pris des responsabilités après l'indépendance? Oui, enfin, après l'indépendance, donc après, on a rejoint nos familles, on est tombé dans la période de crise, la première crise du FLN. On se retrouve sans papier, on ne peut pas revenir en France, la structure à laquelle on a appartenu est en France, ils n'ont pas cherché après nous. Heureusement, entre prisonniers, il y avait beaucoup de solidarité, on se retrouvait à Alger, on communiquait, et puis une fois qu'il y avait quand même un début de solution à la crise, avec la mise en place de l'Assemblée constituante, et la désignation du premier gouvernement qu'a présidé Ben Bella, et la mise en place du bureau politique qui s'est installé à Alger. Il y avait Mohamed Khedar comme secrétaire général, Bitat comme responsable du FLN, du parti et de ses organisations. Lui s'est installé au Palais Bruce, à la rue Bruce, à la Casbah. Et on était entre prisonniers. Par exemple, moi j'étais avec Mohamed Ben Seddouk, celui qui a exécuté Ali Shker à la sortie du Stade de France à Colombes. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné par le FLN. Il s'est rendu en 1956 à New York dans la délégation française. Et il a dit que l'Algérie, c'est la France et le FLN, ce sont des hors-la-loi, etc. Donc après, ce qu'il a fait devant une commission par des Nations Unies, le FLN a pris la décision de le condamner à mort. Et cette sentence a été exécutée par Mohamed Ben Seddouk. Ali Shker, il a assisté à la finale de la Coupe de France, au stade de Colombes. Et à la sortie, il l'a suivi, il lui a tiré à bout portant, il a été arrêté et condamné à 20 ans de prison. Et on est sortis en même temps, on a fait de la prison ensemble et puis on est sortis ensemble. Donc quand on est sortis, après on se contactait. Entre-temps, on avait eu Abdullah Fadl, qui était aussi il était député à l'Assemblée constituante. Avec Serab Bitat, ils nous ont chargé de mettre en place la structure de la jeunesse FLN. D'accord. Alors, on arrive à la fin. La conclusion de tout ça, qu'est-ce que vous retenez de ce parcours riche et révolutionnaire? Enfin, on a survolé rapidement, j'ai pas pu parler quand même de la base, parce que tout ce qu'on a fait, nous en tant que militants, en tant que responsables, le premier rôle revient à la base militante, aux simples militants, à ceux qui travaillent la journée, militent la nuit. Et c'est ceux-là qui ont porté l'organisation du FLN jusqu'à l'indépendance. Et justement, je reviens aux porteurs de valises. Est-ce que vous aviez des relations avec les porteurs de valises à l'époque? Moi, personnellement, je n'en avais pas, mais je savais qu'il y avait des secrétaires de liaison, des Français qui assuraient la liaison et prenaient l'argent par mesure de sécurité.
Donc il ne travaillait pas en collaboration avec vous dans la région où vous étiez? Non, il y en avait, mais moi j'avais à l'époque, d'ailleurs on me l'avait reproché par Daniel Beniouz entre autres, mais j'ai continué. J'ai toujours déplacé moi-même l'argent d'un local à l'autre. J'avais là quand même, il faudrait le dire, j'avais physiquement un avantage à l'époque. Si je ne sors pas dans un quartier nord-africain, on n'arrivait pas à me reconnaître. Donc c'était un peu, il faut le dire, un avantage. D'accord. Alors, je repose la question, c'est ce que vous avez retenu, parce que je vais le rentrer dans le parcours. Ce que vous retenez de tout ça? Ce que je retiens avant tout, c'est l'explosion de joie le 1er juillet 1962. 1er juillet, le 2, le 3, le 4 et le 5. L'Algérie partout était en fête. Vous voyez les manifestations qui sont sorties actuellement. Ça me rappelle, tu vois, cette jeunesse, il faut toujours faire confiance à la jeunesse algérienne. Je vous ai parlé que ici en France, le FLN a pris le dessus grâce à la jeunesse. Et bien aujourd'hui, dans cette situation difficile de crise que connaît notre pays, c'est encore la jeunesse qui peut et qui va sauver le pays. Donc, cette explosion, quand il y a eu le référendum d'autodétermination le 1er juillet, les Algériens ont voté 99%, peut-être 99%, ou alors ils ont répondu oui. Le 3 juillet, le général de Gaulle, qui était président de la République, annonce officiellement qu'il reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Lui, il l'a fait le 3. Et le 5 juillet, Beniouz Ben Khedda, président du GPRA, qui s'est installé au siège actuel de la wilaya d'Alger. Il s'était installé là-bas, il est rentré tout de suite après la réunion de Tripoli. Ils étaient en crise, mais bon, la crise n'a pas éclaté encore. Et donc, le 5 juillet, il a choisi la date du 5 juillet pour proclamer officiellement j'ai presque des larmes aux yeux, proclamer le recouvrement de l'indépendance, de la souveraineté nationale et de l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire 132 ans, jour pour jour. Les Français ont occupé l'Algérie après un débarquement en juin, le 5 juillet 1830. Le 5 juillet 1962, l'Algérie, après un combat héroïque du peuple algérien, de sa jeunesse, a proclamé l'indépendance. Et le colonel Mohamedou El Hadj, il a été choisi pour lever les couleurs à Sidi Fradj, symboliquement, parce qu'ils ont... Le colonel Mohamedou El Hadj, colonel de la Wilaya 3, c'était le plus âgé des colonels de la LN. C'est lui qui a été choisi. Il a fait monter la levée des couleurs à Sidi Fradj. Voilà, ça c'est des choses qui resteront et qui m'ont marqué pour la vie. Eh ben, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. Le reste, vous savez, sinon on n'en finira pas. Et on aura, Inch'Allah, d'autres occasions peut-être d'en parler depuis l'indépendance, les problèmes que nous avons connus, les crises que le pays a subies, en souhaitant que Hadel Hirak va sortir l'Algérie, une Algérie nouvelle, une Algérie avec une république démocratique et sociale, telle qu'elle a été voulue par les chouhada qui ont donné leur vie pour l'indépendance du pays. Vous avez comparé le Hirak actuel à l'indépendance. Je le compare au mouvement révolutionnaire du 1er novembre, oui. Oui, je le compare. Vous ressentez cette... Je le ressens, ce sont des jeunes et malgré toutes les difficultés actuelles,
J'espère, je souhaite qu'ils aboutissent quand même à faire les changements qu'exige la situation de notre pays. Je vous sens touché. Oui, je suis très très touché de me rappeler, de me remémorer ce passé et d'assister actuellement à ce qui se passe aujourd'hui même. C'est le 11e vendredi que le peuple algérien sort et demande des changements et le départ de tous les symboles du système qui a amené l'Algérie dans cette crise grave que traverse le pays. Ça vous attristesse un petit peu? Vous êtes triste, quand vous voyez... Je suis à la fois triste parce que l'Algérie a des potentialités humaines et matérielles, économiques et tout ça pour devenir un pays développé, avancé. Je suis triste qu'on n'a pas pu réussir de hisser l'Algérie au niveau des pays développés et modernes. Oui, ma génération, je ne suis pas le seul, est triste d'assister à ça. Beaucoup sont partis, n'ont pas pu le voir. Mais néanmoins, nous avons aujourd'hui cet espoir et cette émotion de voir la jeunesse algérienne de nouveau renouer. Vous avez de l'espoir pour cette jeunesse? Oui, renouer avec... Vous croyez cette jeunesse? Je crois avec tout ce qui a été fait. Ça fait le 11e vendredi, aujourd'hui j'ai rien vu, mais les vendredis passés j'ai suivi. Je suis allé plusieurs fois place de la République. C'est des manifestations massives, pacifiques. On voit quand même une maturité. Et c'est ça qui fait que j'ai l'espoir, Inch'Allah, que notre pays va connaître des changements et prendre finalement un nouveau départ pour une Algérie moderne, pour une Algérie démocratique, pour une justice sociale pour tous. C'est-à-dire qu'ils ne سمش على الجزائريين وكل ماش البعض يسمشوا الاخرين قاعدوا dans des situations terribles. C'est ça que nous souhaitons. Et aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui nous donne cet espoir. Voilà. Merci beaucoup.